Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Doigts dans la prise, votre rendez-vous le plus irrégulier autour de la voiture électrique, de la voiture autonome et de toutes les bêtises qui se disent autour, l'un des très rares podcasts automobiles qui n'aime pas l'odeur du super. Ravi de vous retrouver une fois de plus, je suis Cédric Ingrand. Au sommaire de ce très long épisode de bonnes nouvelles, mais pas seulement. Côté bonnes nouvelles, ça y est, c'est officiel, rouler en électrique coûte bien moins cher que de rouler en thermique, ça on le savait déjà, mais une étude indépendante vient nous le confirmer. On se parlera également d'une nouvelle technologie qui pourrait rendre les batteries de nos voitures électriques presque immortelles. On se parlera aussi de nouveaux modèles sortis récemment comme la Mercedes CLA ou comme certaines des annonces de Toyota qui semblent comme revenir dans la course de l'électrique. Du côté des mauvaises nouvelles, on évoquera le coup de frein de Porsche sur les voitures électriques, la faillite d'un géant scandinave des batteries et puis le recul aussi annoncé des ZFE, des zones à faibles émissions qui semblent comme repoussées au calendrier grec. Et puis cet épisode sera aussi plein d'invités. On recevra Fabien Sturny, le patron, le président du club des propriétaires de Tesla, venu nous parler de leur prochain événement prévu pour le week-end de l'Ascension. On ira surtout à Montréal retrouver avec grand plaisir mon ami Martin Archambault du podcast Silence on roule qui nous expliquera à quel point la guerre commerciale déclarée par les États-Unis rebat les cartes au Canada. Avec moi pour évoquer tous ces sujets d'actualité, mon ami Didier Pulicani de Mac Forever. Salut Didier. Mais salut Cédric, c'est un plaisir de se retrouver, tu vois, on se voit pas souvent, mais quand on se voit c'est toujours bien. Quand on se voit c'est pas pour rien, c'est-à-dire que voilà, c'est pas pour rien. On n'est pas venu pour rigoler. Je le disais, on a une très riche actualité, ça c'est l'avantage quand on se parle pas souvent. Il y a des choses intéressantes, il y a cette étude que je mentionnais dans le sommaire, sortie chez UFC Que Choisir, donc des gens forcément très sérieux, qui vient en fait confirmer avec des chiffres et des infos, des vrais, enfin une étude quoi, des choses que nous on savait de manière empirique, en l'occurrence que, en moyenne, un possesseur de voiture électrique peut espérer économiser jusqu'à 4 000 € par an par rapport à un possesseur de voiture thermique. Mais sur quoi est-ce qu'on économise réellement pour toi ? Bah, tu sais, c'est amusant parce que, bon, je crois que tu as aussi comme moi une Tesla. Et sur l'application Tesla, tu vois, il me dit que l'année dernière, par exemple, j'ai dépensé à peu près 900 € d'électricité. Donc, il compte tout, les superchargeurs, le truc à la maison. C'est un peu surestimé, mais on va dire que c'est à peu près correct. Et il me met que c'est à peu près équivalent à 4 000 € juste sur la partie carburant, tu vois. Donc là, tu as presque... Bon, moi, je roule beaucoup, mais sur quelqu'un qui roule, qui fait 20-30 000 km comme ça par an, tu as déjà cette économie de carburant d'à peu près 300 € par mois, juste avec l'électricité, en fait, tout simplement. Et après, nous, on s'aperçoit aussi, tu vois, ma Tesla, maintenant, je passe en 20-130 000 km, elle a dû me coûter en tout et pour tout quelque chose comme entre 500 et 1000 € d'entretien avec des petits joints qui s'en allaient ou des petites bricoles. Mais je n'ai jamais fait une seule révision. J'ai juste mis du liquide lave-glace. J'ai jamais changé mes plaquettes. Et en fait, c'est bien qu'il y ait ces études-là qui montrent au grand public un peu, tu vois, que c'est des vraies économies réelles et que, bah, en fait, quand tu mets 4 000 € plus 4 000 € plus 4 000 €, bah, le petit surplus des fois de 4 000 € que tu mets sur une électrique par rapport à une thermique, par exemple, en fait, il est très vite remboursé et même tu gagnes de l'argent au bout d'un moment. Alors après, évidemment, il y a toujours le coût de la batterie, si jamais ta batterie pète, etc. Mais bon, les batteries, c'est 8 ans, 160 000 km quand même. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand même que, et ils sont assez clairs là-dessus, c'est un chiffre qui peut varier aussi avec les subventions à l'achat, avec les différentes aides qu'on peut espérer aujourd'hui. Oui, mais en fait, tout ça se compense petit à petit parce que effectivement, le prix des batteries baisse aussi. Donc, plus tu as d'aide au début, ce qui est normal pour lancer un nouveau segment. Et puis après, tu as effectivement l'industrialisation, les batteries qui coûtent moins cher, les constructeurs qui font plus d'électrique, donc les voitures coûtent moins cher. Aujourd'hui, tu sais qu'il y a quand même des marques qui arrivent à te proposer. Là, je testais l'A6 récemment. Elle est quasiment au même prix en électrique et en thermique. Donc, on y arrive enfin maintenant, quoi. L'Audi A6 est au même prix ? Ouais. Wow. Bah, en leasing et tout, t'es pratiquement au même prix. Ouais. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'il se passe tellement de choses sur les prix, sur les voitures électriques parce que certains constructeurs ont du mal à les placer. Enfin, on va en reparler parce qu'il y a vraiment ces gens qui rient et gens qui pleurent. Hein, et puis ça change tous les mois, donc c'est intéressant. Il y a quand même une constante aussi, c'est que la maintenance sur une électrique, ça n'a rien à voir.
Alors ça dépend des constructeurs, parce qu'il y en a qui t'imposent quand même une maintenance, des révisions régulières. Alors, j'aimerais bien savoir ce qu'ils font. Non, il y a quand même un peu, tu sais, des liquides de refroidissement, des choses à vérifier, mais en général, même Tesla te dit, il y a rien à faire, sauf si la voiture se met à biper, en gros. Et puis de toute façon, on regarde ton mixeur, tout ce qui est électrique, en fait, tu fais pas de révision finalement. Des fois, ça pète, ça peut arriver, mais c'est vrai qu'il y a très peu d'entretien. Un moteur électrique, théoriquement, ça dure toute la vie du moteur finalement. L'histoire est connue, quand au tout début des modèles S, donc il y a quoi maintenant 12-13 ans chez Tesla, ils vendaient un contrat de maintenance à l'ancienne, enfin un truc en disant voilà, une fois par an, venez nous voir, tout ça. Et en fait, un jour, ils ont juste arrêté en disant finalement, ça n'a pas beaucoup de pertinence, sauf financière, ça on peut le comprendre, mais vu qu'ils n'ont pas le même modèle de concession, etc., etc. Justement, tu vois, c'est quelque chose qui revient souvent dans la presse en disant oui, c'est vrai que tous ces pauvres garagistes, etc., qui n'auront plus de boulot et tout, mais jamais on se met à la place du client dans ces reportages en se disant mais c'est quand même bien qu'on va économiser et ces gens qui effectivement vont peut-être changer un peu moins de plaquettes, ils vont peut-être aussi faire de la réparation de batterie. Enfin, il y a aussi plein de métiers qui vont découler de ça. Donc c'est jamais une mauvaise chose d'avoir moins d'entretien sur des appareils finalement. Je suis assez d'accord. Souvent, moi je vois des sujets qui sont vraiment, j'ai envie de dire, sous l'angle unique de l'industrie. Genre, qu'est-ce qu'on va faire pour les garages ? Toujours la les maréchals Ferrand. Les maréchaux Ferrand, c'est ça. Oui, ce que je dis à chaque fois, c'est la voiture, le moteur explosion n'a pas donné de nouveaux emplois aux chevaux. Mais en revanche, les garages, ils ont des chances de se reconvertir ou en tout cas d'évoluer. J'étais assez choqué, je voyais des pubs là, pour une école, enfin une espèce d'institut de formation à la mécanique qui dit ouais, formez-vous à la mécanique automobile à distance. Ouais, bon. Pour apprendre les métiers qui vous permettront de... Ouais, est-ce que vraiment... je sais pas, tu vois, si tu as 15 ans aujourd'hui, tu te dis j'ai envie de trouver un métier, est-ce que tu vas apprendre à régler des soupapes ? Je sais pas si il y en aura toujours, mais c'est sûr que c'est plutôt un métier dégressif, on va dire que voilà, ça va être dans ce sens-là. Mais par contre, se former sur l'électrique, sur vraiment l'électricité, il y a beaucoup de choses à faire. Réparer les batteries, c'est vraiment un enjeu, je pense... hyper important. Sans jeu de mots, ça va être un métier droit du pétrole pendant un temps, quoi. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont définir la suite de l'histoire. Ce qui est intéressant, et on le disait, c'est que évidemment, il y a quand même ce problème des subventions et des aides à l'achat qui sont en baisse à peu près constante. Ça fait une petite motivation de moins à passer à l'électrique pour ceux qui hésitaient ou qui hésitent encore. C'est pas la seule motivation qui a changé. Il y a quand même une chose qu'on nous promettait depuis des années, c'était les ZFE, les zones à faible émission, c'est-à-dire les grandes villes et leur conurbation, comme on dit, où on allait interdire, schématiquement, tous les critères 3, c'est-à-dire les voitures, même pas anciennes, mais peut-être un tout petit peu vieilles, enfin bref, celles qui passent pas des standards d'émission un peu plus stringents que par le passé. Et ça, bizarrement, on n'en parle plus. Tout à coup, on sent qu'il y a un problème d'acceptation, quoi. C'est là où c'était vraiment tout feu tout flamme au début. Là, même des municipalités assez militantes, je pense à Paris, je pense à Grenoble, etc. Tout à coup, on n'en parle plus. On repousse d'1 an, puis de 2 ans, puis de 3 ans. C'est pour quand les ZFE ? Mais tu sais, je pense peut-être que ça n'arrivera jamais, puisque électoralement parlant, c'est quand même un vrai problème aussi. La plupart des gens n'ont pas tous les moyens d'acheter une voiture récente. D'ailleurs, la plupart n'ont pas les moyens d'acheter une voiture récente. Les prix en plus ont vraiment explosé. Là, je crois que le prix moyen d'une voiture sur 10 ans, je crois qu'il a doublé. Donc on est vraiment à des niveaux quand même très élevés pour les gens. Et ton salaire, je ne pense pas qu'il ait doublé. Enfin, je le souhaite, non, mais j'aimerais la plupart des gens, je pense que ça n'a pas doublé. C'est vrai que c'est une mesure assez injuste socialement, d'autant que ceux qui peuvent habiter en ville, tu vois, en général, c'est pas les mêmes qui vont travailler en ville, qui eux ont besoin des fois des artisans. Enfin, tu as tout un tas de corps de métier aussi qui vient travailler, dans Paris notamment. Et puis, là, il y a pas longtemps, j'ai écouté une déclaration du maire, je crois que c'était de Chamonix, qui disait, mais c'est bien ces ZFE. En fait, tous les Parisiens, ils n'ont pas le droit de polluer à Paris, mais ils ont le droit de polluer dans nos montagnes. Donc finalement, c'est aussi une inéquité, tu vois, en termes environnementaux. Bon, c'est vrai qu'il y a une grosse concentration quand même de véhicules en ville. Moi, je pense que c'est comme toutes ces restrictions sous couvert d'écologie, sous couvert de santé, sous couvert de tout ce que tu veux. Mais c'est vrai qu'il faut quand même aussi se mettre à la place des gens. Il y a quand même une réalité économique derrière et il y a des choses qui prennent du temps. Et je pense qu'en fait, on a cru qu'imposer ça serait vraiment quelque chose de motivant pour les gens. Ils le vivent pas du tout comme ça. Ouais. Et je pense que, tu vois, l'erreur est plus d'arrêter les aides trop tôt.
Parce qu'il y a plein de pays, les pays nordiques ont vraiment imposé l'électrique d'une façon intelligente, c'est-à-dire que le thermique était très taxé et l'électrique était très favorisé. Tu avais du stationnement gratuit, pas de TVA, enfin vraiment très agressif, ce qui fait qu'il n'y avait même pas de choix en fait. Finalement, tu achetais une voiture électrique, ça te coûtait en plus moins cher et finalement, le verdissement du parc, il est passé de façon un peu plus intelligente que par cette contrainte, en plus contrainte sociale, quoi. Bah, surtout une contrainte si on ne l'applique pas. On le voit, il y a quoi ? Il y a 42 agglomérations françaises de plus de 150 000 habitants qui prévoyaient d'avoir une ZFE. Je ne crois pas qu'il y en ait une qui était vraiment activée au sens le plus contraignant du terme. Et aujourd'hui, on a donc 35 députés de droite et du centre qui demandent un moratoire de 5 ans sur les ZFE. Ça veut dire que, oui, ça y est, on est maintenant parti pour au-delà de 2030, quoi. Et en plus, c'était des mesures souvent on va dire, de mérite gauche, en tout cas. Alors que quelque part, tu vois, c'est pas vraiment une mesure sociale du tout. C'est presque une mesure de droite finalement. Donc, on va dire que c'est une mesure écologique, mais c'est pas socialement, c'est un peu plus dur à soutenir. Ou en tout cas, ça ne marcherait que s'il y avait une accélération de la migration du parc vers des véhicules zéro émission. On n'y est pas encore, quoi. Je pense que c'est important que l'écologie ne soit pas qu'une affaire de riches, soit valable sur tous les sujets, tu vois. Parce que sinon, les populations n'accepteront pas ça et on risque d'avoir, au contraire, tu vois, le retour du thermique. Il y a des gens maintenant qui prennent plaisir à t'enfumer une Tesla. Tu dis, ils n'ont pas tout compris, mais bon, ils sont un peu acculés de temps en temps. Ils ont vraiment l'impression, je croise des gens des fois qui ont l'impression d'être oppressés, comme ça, qu'on les force à acheter une voiture électrique. Ouais. Et ils ne sont pas contre la voiture électrique, ils sont contre le fait d'être forcés, tu vois. Et surtout qu'il y ait une espèce, tout à coup, cette espèce de sentiment d'urgence, alors que ils sont peut-être sur un cycle d'achat beaucoup plus long. Enfin, ça, on peut le comprendre. Après, quand on te ressort des vieux arguments éculés d'il y a 10 ans ou d'il y a 15 ans, voilà, là, il faut quand même remettre les choses à l'endroit. Mais là aussi, il y a un vrai besoin d'éducation populaire, j'ai envie de dire, sur ces... Tu veux dire via le journal de 20 heures d'une grande chaîne qu'on ne citera pas et qui fait de l'électric bashing de façon régulière. Non, mais c'est assez fou aussi. Ça participe vraiment. Il y a beaucoup de gens qui me disent, tiens, j'ai vu ce reportage sur telle chaîne et ils disent que l'électrique, de toute façon, ça marche pas, qu'on peut pas faire des grands trajets. Et c'est vrai que l'éducation aussi autour de ça n'aide pas. Donc, en fait, ça crée aujourd'hui, enfin, moi, les commentaires qu'on a sur tout ce qu'on sort autour de l'électrique, c'est vraiment des insultes à des gens qui nous insultent. J'ai l'impression qu'on est des suppôts du gouvernement. Et en plus, quand tu vois les gens qui sont derrière tout ça, mais je te parle vraiment, j'ai un commentaire par minute qui m'arrive dans ma boîte mail autour de ça. Et en fait, c'est beaucoup de gens, justement, qui sont un peu déconnectés, qui perçoivent le monde que par les chaînes de télé. Et qui ne jouent pas leur rôle aujourd'hui. Enfin, je sais pas ton sentiment là-dessus, toi qui as travaillé à la télé, mais c'est aussi une population particulière parce qu'il faut pas oublier l'âge moyen des gens qui regardent la télévision. Enfin, on est d'accord. On est au-delà de l'âge de la retraite maintenant quasiment. Mais c'est eux qui achètent les voitures aussi. Ah oui, mais c'est sûr, c'est des plus que cinquantenaires qui achètent les voitures neuves. Donc en fait, le véritable enjeu, c'est d'arriver à faire en sorte que ces voitures neuves deviennent des voitures d'occasion et avec la baisse des prix, retombent dans des... Mais c'est intéressant parce qu'il y a aussi le fait que tout ça arrive à un moment où les prix des voitures se sont un peu affolés. C'est devenu beaucoup plus cher qu'avant d'acheter une voiture. Moi, je suis assez frappé. Il y a 10 ans, 15 ans, tu pouvais acheter vraiment une voiture pour... Tu pouvais acheter une vieille guimbarde à donner à ton fils ou ta fille qui passait son permis pour 1000 à 1500 euros. Tu pouvais trouver vraiment, une poubelle, un truc où tu disais, bon, il va garder ça 3 ans, c'est pas grave s'il raye tout, s'il casse tout, c'est pas, voilà. Maintenant, c'est devenu compliqué parce que les voitures sont devenues aussi compliquées. Donc c'est vrai que je pense que c'est un discours qui est difficile à tenir de dire, non, mais regardez, ça coûte beaucoup moins cher d'avoir une électrique. Oui, bah d'accord, mais il faut quand même l'acheter d'abord. Et je comprends que ce soit un problème pour pas mal de gens. Je le disais dans le sommaire, dans un peu plus de 2 mois se déroulera dans le sud-ouest de la France le Tesla Owners Day, la journée de rassemblement des membres du club des possesseurs de Tesla en France. Pour en parler avec nous, un vieil ami de cette émission. Bonjour Fabien Sturny. Bonjour Cédric. Président, et bonjour. Président du club, bravo, toujours président, c'est bien, c'est pas une présidence trop tournante. Alors c'est intéressant parce qu'on le trouve directement dans sa voiture, donc vous l'excuserez, il s'est pas vraiment préparé. Mais qu'est-ce qui va se passer dans cette nouvelle édition ? On fête déjà la 5e édition du Tesla Owner Day, donc c'est la journée nationale que nous organisons pour les adhérents du TOCF, donc le Tesla Owner Club France, que vous connaissez maintenant.
Donc, on a l'habitude de faire un Tesla Honor Day sur Clermont-Ferrand chez Michelin. Ça, on l'a fait, c'est toujours merveilleux. Voilà. Ouais. C'est vraiment super et on est vraiment content que Michelin nous invite sur leur site de l'Adoux. Et puis, l'année suivante, chaque fois, il faut qu'on trouve une idée originale. C'est aussi l'occasion de tourner dans tous les 4 coins de France. Et justement, cette année, cette édition, on ira dans le sud-ouest, donc aux alentours d'Agen, sur un parc d'attractions. Donc c'est quelque chose de tout à fait original et avec une connotation vraiment familiale. Donc on sera sur le parc Walligator sud-ouest, donc qui se trouve à Agen. Et du coup, il y aura vraiment plein de choses à faire et on va pouvoir parler du programme ensemble. C'est finalement assez adapté d'avoir comme décor pour cette journée des montagnes russes quand on s'occupe de Tesla. Il fallait que je la fasse, je suis désolé. Ouais, mais tu as raison parce qu'en fait, quand tu dis ça, je pense à une photo qu'on trouve sur les réseaux sociaux où en fait, tu as une photo qui est prise d'une montagne russe et tu as tout le monde qui lève les bras, enfin, en train de faire vraiment des gestes. Et puis tu as un gars qui est à côté comme ça, qui bouge pas. Et puis le sous-titre, c'est encore un qui roule un Tesla, quoi. C'est vrai que c'est vraiment, ça me fait penser à ça. Voilà, la blague est faite. Bon, à quoi on peut s'attendre en termes de programme? Qu'est-ce qu'on va y découvrir à part les montagnes russes? Ça reste un Tesla Honor Day, donc en fait, ça reste la journée des adhérents avec le fil conducteur qu'on a l'habitude de trouver chaque année. Donc, on aura toujours un village partenaire qui accueillera donc les différents partenaires sponsors du club, avec cette année peut-être des nouveautés. On laissera la surprise sur des nouveaux arrivants. Donc, ça permet aussi de prendre contact avec des sponsors et des partenaires avec qui les adhérents peuvent travailler ou en tout cas utiliser leurs services pour un peu voir les dernières nouveautés et puis vraiment avoir une vraie relation humaine. Et ça, c'est très important, on y tient. Donc ça, c'est le village des partenaires. Dans le village des partenaires, s'y trouvera aussi le shop, la boutique du TOCF avec les différents goodies. Voilà, c'est aussi à cet endroit-là qu'on pourra acheter de la billetterie pour les tombolas caritatives. Je vous en parlerai un tout petit peu plus tard. Et puis, il y aura aussi la boutique Tesla, comme on a pu avoir l'année dernière. Donc Tesla, voilà, donc je vous le dis aussi, Tesla bien sûr sera présent. Ils nous supportent et ils seront là aussi au Tesla Honor Day. Et donc ils auront leur petite boutique avec tout ce qu'on peut trouver pas tout, mais surtout tout ce qui est vestimentaire et goodies qu'on peut trouver sur le site de Tesla Shop. En fait. Et alors voilà. du côté des conférences, ce genre de choses, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on aura aussi des conférences, donc ça fait partie aussi de la colonne vertébrale de nos journées. On en fera un peu moins puisque le but, c'est pas non plus d'enfermer les gens dans des conférences alors qu'il y a le parc d'attractions à côté. On fera une conférence qui sera autour de la durabilité de nos Tesla avec deux partenaires qui se sont un peu rapprochés. C'est Revolt et Urban Code. Donc, en fait, les deux ont cette volonté de faire durer le plus longtemps possible les Tesla. Et justement, on rappelle, Revolt, c'est ces gens qui font de la réparation de véhicules électriques et de batteries, même pour des véhicules électriques vieux, enfin à l'échelle de la voiture électrique. C'est-à-dire des voitures qui ont plus de 10 ans, 15 ans. C'est ça, les vieilles Leaf, les Mia et tout ce qui est à batterie et qui roule. Effectivement, ils ont cette expertise. Ils deviennent vraiment importants dans le milieu. Puisque aujourd'hui ils ont fait des garages. En fait, il y a des formations chez eux, et puis on retrouve des garages Revolt entre guillemets. Alors voilà, c'est des garages révoltés qu'on retrouve un peu partout en France et qui permet de toucher le maximum de personnes. Donc c'est vraiment très intéressant. Et Urban Code, eux, ils ont une flotte de Tesla qui roule énormément, qui fait énormément de kilomètres, au moins 6000 par mois pour certains. Et donc, ils ont aussi des Tesla avec beaucoup de kilomètres. Et donc, ça permet d'avoir une synergie. Et justement, la petite surprise, c'est que Revolt viendront avec un petit outil qui permettra aussi de connaître l'état de la santé de batterie. Et on fera un petit concours pour savoir un peu la batterie qui a le plus de kilomètres et la meilleure état de santé. Et puis voilà, c'est rigolo. Bon, évidemment, tu es en train d'oublier le seul vrai rendez-vous de cette édition, c'est l'enregistrement en public, des doigts dans la prise. Didier, tu seras avec nous ? Bah écoute, j'espère. En plus, c'est pas très très loin de chez moi, tu vois, donc j'ai une bonne raison d'y aller. Mais c'est toujours très sympa, on peut le dire aux gens, vraiment. Ouais. Voilà, si vous avez une Tesla, c'est vraiment des événements très sympas. Normalement, c'est réservé aux membres, mais bon. C'est plutôt quand tu as une Tesla, mais ça veut dire que tu peux aussi en profiter pour effectivement découvrir un peu le monde des Tesla. Si tu as un ami qui a une Tesla, il peut t'emmener, par exemple. Exactement.
Fabien. Et puis, faut pas oublier que, donc juste pour terminer sur la partie conférence, on va essayer d'avoir aussi un petit mot, si on peut l'avoir, de Tesla France sur les superchargeurs ou sur un autre sujet qui les anime. Et puis, on va aussi diffuser un film qui est assez ancien. On va pas être des vieux, mais c'est à contresens. Mais il a toujours du sens. Donc, ok, il mériterait une mise à jour parce que les batteries ont évolué, certaines choses ont évolué, mais c'est intéressant de le regarder 3 ans après. Parce que finalement, il a pas mal vieilli, il est bien, il est toujours d'actualité, et voilà, ça permet de toujours remettre en place toutes les fake news qu'on peut lire. 3 ans, voire même 4, parce que de tête, il est sorti en même temps que le premier épisode des Doigts dans la prise. Donc c'est, mais on a reçu, ça a été la première interview de ce podcast. On a reçu l'un des 2 co-auteurs lors d'une édition précédente du Tesla Owners Day. Non, c'est un documentaire passionnant à voir pour ceux qui peuvent le voir, parce que c'est toujours un problème. Il n'est pas encore librement accessible sur Internet. Ou alors, faut chercher. Enfin, je veux dire, c'est un peu compliqué. En tout cas, il sera diffusé officiellement au TOD. Voilà. Ensuite, on a toujours cette ligne directrice qui est dans les TOD, c'est on fait quelque chose pour une association caritative. Et cette année, on a choisi Hôpital Sourire, qui est une association qui est basée aussi dans le sud-ouest et qui œuvre dans les hôpitaux pour donner un peu de sourire aux enfants, que ce soit via des concerts dans les hôpitaux, les clowns qui passent dans les chambres, enfin, en tout cas, toutes les choses qui mettent un peu de bonheur dans les enfants. Et ça, on y tient, comme chaque année. Donc, il y aura une tombola caritative qui sera intégralement, où les fonds seront intégralement renversés pour cette association. On aura un petit drag race, alors pas un drag race, mais en tout cas, on aura un atelier départ arrêté avec des X et des S-PLED. On pourra faire un départ arrêté 0 à 100 et ça, mais ça veut dire qu'il y a une piste? Oui, on va aménager une piste en toute sécurité. On pourra faire du départ 0 à 100 et on va aussi parler pas que de l'accélération mais aussi du freinage parce qu'on dit toujours que les Tesla ne freinent pas bien et puis on va essayer de voir comment on peut faire pour freiner le mieux possible parce que la piste est courte, donc il faut pas louper le freinage, effectivement. Un peu le programme de cette belle journée. Bon, on rappelle, ce sera le 31 mai. Le 31 mai, la billetterie est encore ouverte puisqu'on pourra la laisser ouverte jusqu'à, on va dire, 7 jours avant l'événement. Tu mettras, je pense, les liens dans Absolument. Il faut aller sur club-tesla.fr. Et dans la partie événements. Et vous avez accès à tous les événements qui ont lieu en France, autres que le TOD. Et puis, vous avez bien sûr accès au TOD par la billetterie. Merci infiniment, Fabien Sturny. Bon courage pour l'organisation de tout ça, parce que ce n'est pas ton travail principal. Ah non, ce n'est pas notre travail principal, parce qu'on est vraiment une équipe. Et justement, on met à contribution les régions. Et cette année, c'est la région Sud-Ouest qui est à contribution. Et c'est elle qui a souhaité l'organiser. Et puis, dans 2 ans, ça sera une autre région. Et puis, je trouve que c'est vraiment très bien de pouvoir tourner en France. On a de magnifiques coins, on a d'autres cultures, voilà, il faut vraiment qu'on puisse voyager. Et puis, on sait très bien, vous le savez très bien, qu'on peut voyager en Tesla. Eh ben, c'est ce qu'on va vérifier une fois de plus. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Bon, pour autant, il n'y a pas que Tesla dans la vie. La preuve, par l'image, avec Didier Pulicani, qui, lui, a eu énormément de chance parce qu'il a pu tester la nouvelle Mercedes CLA. On rappelle, Didier, la CLA, c'est une berline, une routière. C'est ni un crossover, ni un SUV, ni voilà. Enfin, c'est une bonne grosse voiture familiale. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Oui, en fait, c'est un peu la modèle 3 en termes de taille chez Mercedes. Bon, évidemment, plus haut de gamme parce que tu as beaucoup plus d'équipement à l'intérieur. C'est extrêmement bien fini. Et Mercedes, tu sais, alors, ils ont fait une belle gamme électrique, hein, les EQE, QE, SUV. Enfin, c'est vraiment des belles voitures. Mais c'est vrai qu'il leur manquait pas mal de choses. Il leur manquait déjà des berlines. Ils avaient des berlines électriques, mais pas des petites voitures, on va dire, pas trop chères. Donc, le CLA, c'est quand même a priori un peu moins cher. On n'a pas encore les tarifs, mais je pense que ce sera autour de, on va dire, aller à la louche, 50-60 000 € prix de base sans option, tu vois. Ah oui, d'accord. Donc on est quand même un peu, quand tu dis c'est l'équivalent du Model 3 le CLA, à 20 000 € plus cher. Hein. Pardon, tu dis ? Oui, bon. Je dis le CLA thermique, c'est 45 000 € aujourd'hui, mais vraiment version de base. Mais ça reste quand même des voitures, on va dire, relativement accessibles chez Mercedes.
Et Mercedes alors en fait, tous les Allemands aujourd'hui sont en petite révolution parce que effectivement, il faut quand même qu'ils soient un peu meilleurs que Tesla quand tu proposes du premium. Et sur la partie purement électrique, en termes de conso, en termes de charge rapide, ils étaient au mieux équivalents, mais souvent un petit peu moins bons. Là, tu vois, on est vraiment au-dessus de Tesla, c'est-à-dire qu'on a du 800 volts, donc une charge en une vingtaine de minutes. Tu as des autonomies qui atteignent, attention, les 800 km, quasiment 800 km WLTP. Mais donc, sur autoroute. C'est dingue. Ouais, alors on va être autour de, je pense, sur autoroute 500-600 km, c'est ce qui serait déjà incroyable, à tester évidemment. En fait, c'est un peu, tu sais, la version EQXX qu'ils avaient présentée à Las Vegas. Tu sais, une voiture très aéro avec des CX très bas. Et en fait, ils ont répliqué ça. Et en fait, les batteries sont pas très grosses. Je crois que ça fait autour de 85 kWh. Donc, tu vois, comme un peu une Model 3. Et ils arrivent à te faire des 800 km avec ça, avec un super aéro. Et évidemment, bon, ça dépend un peu des jantes, ça dépend un peu comment tu la customises, ta Mercedes. Mais il y a plusieurs révolutions. Il y a une révolution sur la partie électrique. Il y a aussi toute la plateforme, c'est-à-dire tout le système qui est à l'intérieur, qui est maintenant une base Android automotive. Donc, tu vas avoir du YouTube, du Netflix, tous les trucs qu'on était en droit d'attendre chez les Allemands et qu'on avait que chez Tesla, qui était quand même 2 à 3 fois moins cher. Tu vois, c'est assez fou aussi. En clair, pas un truc complètement propriétaire, mal maintenu. Alors, c'est la base est Android Automotive, mais ils n'ont pas mis les services Google, c'est-à-dire que c'est quand même eux qui développent les applis, donc tu peux avoir quelques surprises quand même sur les GPS, mais tout le monde fait ça chez les Allemands, BM, Audi. En fait, ils veulent pas donner toutes les clés à Google, mais ils utilisent quand même un petit peu de Maps, un petit peu, tu vois, les points d'intérêt, tout un tas de trucs comme ça. Et franchement, la proposition est très séduisante parce que tous ceux qui voulaient pas de Tesla et qui voulaient un peu de premium et qui étaient frustrés d'avoir moins bien que Tesla, bah là, ils ont, tu vois, tous les raffinements, la vitesse de charge rapide, l'autonomie. Et finalement, qu'est-ce qui reste à Tesla ? Bah, peut-être le software, justement, quelque chose d'un petit peu comme ça, un peu le réseau de superchargeurs, la simplicité d'utilisation. Mais tout ça s'améliore. Tu sais, maintenant, tu as du plug and charge. Tu arrives sur les bornes, maintenant, tu sais qu'elles marchent, tu n'as plus besoin de te loguer. Donc, petit à petit, quand même, tu vois, 10 ans après, on a enfin des constructeurs allemands qui proposent des choses intéressantes. Je terminerai par une phrase. Les Chinois aussi, maintenant, tu vois. On va se reparler des Chinois, mais bon, on va dire que c'est une chouette voiture, sinon qu'elle résout pas le problème du prix, voilà, soyons très clairs, même si là aussi l'écart entre l'équivalent thermique et l'équivalent électrique est largement recouvert, enfin ça a quand même plus rien à voir. Je lisais un papier, si on retombe dans des gammes un peu plus correctes, sur les dernières annonces de Toyota qui, disons-le, a pas été jusque-là le plus grand militant de la cause électrique, c'est un euphémisme, qui va sortir enfin des déclinaisons, enfin pour lesquelles on attend des déclinaisons de 2 véhicules très populaires que sont le CHR, le mini SUV, disons, et puis alors surtout la Yaris. Ça, la Yaris électrique, ce serait une véritable avancée. En fait, ils étaient quand même précurseurs dans l'électrique, mais du côté d'hybride. Donc, ça fait longtemps qu'ils font des moteurs électriques, des batteries et tout. Et tu disais, ils vont arriver à fond dans l'électrique. Pas du tout. On se disait ça. Ils ont fait la Prius, donc ça y est, c'est eux qui vont ouvrir la voie. Et en fait, non, énorme déception. Non, et d'autant plus déception que le BZ4X, donc leur premier SUV vraiment électrique, était une grosse déception. Il consommait beaucoup, il chargeait pas vite, il n'y avait pas de préconditionnement de batterie, le software était vraiment à la ramasse. Et pour autant, c'était une voiture moi que j'ai bien aimé conduire. C'est une Toyota, tu vois, avec toutes les qualités d'une Toyota. On a même fait un peu de off-road avec, c'était très rigolo. Mais c'est vrai que voilà, ça n'avait pas tellement convaincu. Je dirais même que tous les Japonais, enfin dans toutes les marques japonaises ont beaucoup de mal avec l'électrique, que ce soit Honda, Suzuki, etc., qui avancent très timidement avec des véhicules qui sont un petit peu largués, alors que voilà, ils sont quand même censés arriver avec des propositions intéressantes. Si tu arrives en retard, tu arrives avec quelque chose a priori de mieux que les autres, tu vois, façon Apple ou Apple d'avant. Bref, tout ça pour dire que là, ils ont vraiment une vraie offensive sur l'électrique, avec donc un nouveau BZ4X qui a beaucoup plus d'autonomie. Apparemment, ils ont corrigé pas mal de problèmes. Il y a une pompe à chaleur, il y a pas mal de choses. Donc, hâte de tester ça. Et puis, ils vont descendre en gamme. Donc, le CHR, qui est quand même un des véhicules les plus populaires chez Toyota, qui devrait être en fait un mini BZ4X qui reprennent exactement les batteries, les plateformes. Donc, ça devrait être correct, mais pas incroyable. Tu vois, il n'y a pas de 800 volts, il n'y a pas de charge en 15 minutes. Enfin, c'est pas impressionnant sur le papier, mais par contre, voilà, ils ont l'air quand même d'être à peu près corrects en termes d'autonomie. Tu charges en 30 minutes, tout se déroule à peu près correctement comme les Tesla d'il y a 5 ou 6 ans. Donc, c'est déjà pas mal. Et ce qui manque justement chez beaucoup de constructeurs aujourd'hui, c'est des petites voitures. Donc, ils ont présenté plusieurs concepts. Pour l'instant, c'est encore que des concepts, donc des véhicules un petit peu plus petits.
Donc il y aura sûrement la Yaris, il y aura peut-être même plus petit, tu vois, une sorte de quadricycle type Citroën Ami. Ça, j'y crois beaucoup à ces petites voitures électriques. Oui. Le problème aujourd'hui des petites voitures électriques, c'est que elles n'ont pas beaucoup d'autonomie. Donc si c'est un quadricycle, ça va, c'est vraiment que pour de la ville. Mais tu vois, un CHR, tu as envie que ce soit ta voiture principale. Donc il faut qu'elle ait assez d'autonomie. Une Yaris, il n'y a pas de raison que tu puisses pas partir en vacances en Yaris. Il y a plein de jeunes, Oui, je pense, qui bien les sûr. utilisent. Tu sais, moi, mes parents partaient en R5, Oui. en Panda, des choses comme ça. Donc, et aujourd'hui, le problème de ces voitures, c'est que c'est toujours des deuxièmes voitures. Donc j'espère que Toyota nous sortira pas une Yaris avec 200 km d'autonomie comme on a, tu sais, sur les Panda, les C3, enfin tout ce qui sort aujourd'hui qui est pas trop cher mais qui va pas très loin, quoi. Ouais, je comprends que ça va être un petit peu difficile à suivre. C'est pas les seuls chez qui on voit des évolutions. J'en voyais une chez Porsche. Alors chez Porsche, c'est plutôt marche arrière. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une grosse promesse sur l'électrification de la gamme. Et puis là, finalement, il y a des modèles qui vont peut-être sortir aussi en hybride. Puis il y a quelques modèles thermiques aussi qui vont continuer à sortir. Parce qu'il y a quand même une clientèle pour ça. Enfin, tout à coup, le message est un peu plus brouillé, j'ai envie de dire. Surtout sur l'ultra premium comme ça, le passage à l'électrique, il est d'autant plus compliqué parce qu'il faut montrer aux gens que l'électrique est premium. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de mal. Je sais plus, c'était le PDG de Rimac, tu sais, qui maintenant est associé à Bugatti, qui disait que les gens voulaient pas forcément d'électrique, de supercar électrique en fait. Pour l'instant, il n'y a pas un marché pour ça. C'est une petite marque de supercar électrique. Et D'Europe de l'Est. D'Europe de l'Est, qui font des voitures absolument, c'est faramineux. Ils grillent tout le monde, c'est presque les meilleurs supercars du monde finalement. Ouais. Plus rapide qu'une Bugatti et immensément moins cher, mais ça s'adresse à un segment de marché où on a encore envie de faire vroom vroom, quoi. Il y a un petit peu de ça, et puis c'est m'as-tu vu, donc aussi le bruit, c'est pas qu'une histoire de bruit, c'est une histoire de je me montre un peu. Et c'est vrai que quand ça fait un bruit d'aspirateur, c'est un petit peu moins kiffant. Mais petit à petit, il faut aussi que le marché évolue. Donc tu vois tous les youtubeurs là qui ont des supercars, ils trouvent que l'électrique finalement c'est pas si mal, et puis finalement voilà tous les fans commencent à se dire ah ouais c'est quand même assez cool. Et ça prend, je pense, autant de temps que le grand public à éduquer. Alors après Porsche, ils ont quand même une belle proposition, c'est la Taycan, c'était quand même assez incroyable. Ils ont lancé le Macan électrique, alors aussi récemment, donc tu n'as pas encore vraiment les retombées du Macan, mais apparemment ça a l'air de bien marcher. Moi j'en vois quand même pas mal sur les routes. Et le Macan, c'était aussi, tu vois, le Macan, ils s'en vendaient plus que des 911, donc c'était quand même, c'est quelque chose d'important chez eux. Donc ils vont voir un peu, je pense, cette année si leur Macan ça réussit à convaincre les gens. Mais moi, j'ai l'impression que sur ce segment-là, quand même, les gens s'y sont mis. La Taycan, c'était quand même une voiture de sport, donc difficile à utiliser au quotidien malgré tout. Alors que le Macan, c'est quand même plutôt un SUV, tu vois, comme c'est le cousin de l'Audi Q6. Donc peut-être que ça peut relancer un petit peu les ventes. Il ne faut pas oublier non plus que les restrictions sur le thermique, c'est quand même essentiellement en Europe et que Porsche, ils sont quand même sur tous les marchés et qu'ils n'ont pas envie non plus de se fermer les portes. Tu vois, moi, j'ai visité des usines en Allemagne il n'y a pas très longtemps. C'est vrai qu'ils ont un vrai savoir-faire sur le moteur thermique et ils n'ont pas envie non plus de le laisser à d'autres. Donc, je pense que c'est un petit peu normal. Et je pense qu'il faut faire attention à ne pas juger trop à la hâte toutes ces décisions qui sont, on va dire, un petit peu des fois court-termistes. Voilà, le segment auto, c'est quand même un marché long terme et advienne que pourra, hein. Moi, j'étais frappé quand même de voir le nombre de Taycan qu'on trouve d'occasion sur Internet, comme s'il y avait un marché surencombré d'occasions de Taycan. Alors, je suis allé lire un peu quelques papiers à ce sujet. J'ai découvert un truc que je savais pas, c'est que il y a des concessionnaires qui ont un peu joué à la sortie du Taycan et qui ont utilisé le Taycan comme outil pour fidéliser des clients. Enfin, en gros, les clients qui venaient en disant moi j'ai très envie d'une 911. Alors une 911, c'est un peu comme un sac Kelly chez Hermès, tu vois. On t'autorise à acheter une 911. Tu peux pas juste l'acheter en disant je vais prendre celle-là. Ça marche pas comme ça. Et donc apparemment il y a des concessionnaires Porsche qui ont dit écoutez, si vous m'achetez un Taycan, la prochaine 911 qui arrivera, elle sera pour vous. Donc il y a des gens qui ont acheté des voitures vraiment avec pas forcément l'intention de les conduire, mais juste comme une espèce de preuve de bonne volonté auprès de leur concessionnaire Porsche et qui du coup les revendent aujourd'hui. Et je voyais, tu peux acheter une Porsche Taycan qui est quand même une sacrée voiture. Hein. C'est pas pour le prix d'une Tesla neuve, quoi. Enfin pour une quarantaine, 50, pour moins de 50 000 €. Alors que c'est une voiture qui prix catalogue avec, j'ai envie de dire, avec probablement des fenêtres encore manuelles, coûtait 85 000 €, quoi. Enfin, qui avec un petit peu d'options passait la barre des 100 000 € totalement allègrement, quoi.
Et tu sais que dans tous ceux qui conduisent des voitures, notamment dans la presse, la voiture de référence, c'est souvent la Taycan. T'as un plaisir de conduite, c'est une voiture qui est très très kiffante. Alors après, il y a aussi beaucoup de sociétés, justement des leasing, en fait, des gens qui ont pris ça en leasing, et les concessionnaires se retrouvent avec des Taycan sur les bras qu'il faut quand même écouler, et sans perdre trop d'argent. Donc il y a un petit peu de ça aussi. Et en fait, si tu veux, aujourd'hui, si tu achètes une Taycan à 50 000 euros, je dirais que c'est presque un piège. J'ai des amis qui ont fait ça, qui vraiment se sont dit, bon, allez, plutôt que d'acheter une Model 3 perf et tout, je vais acheter une Taycan. Sauf que la Taycan, souvent, elle est hors garantie. Et que le moindre pépin, un inverteur qui pète, un moteur qui pète, tu repayes une demi-Taycan, quoi. Donc, tu vois, c'est pas du tout. C'est comme une Ferrari. Si on te donne une Ferrari, rends-la. Revends-la tout de suite. Ça, c'est une très très mauvaise idée. Non, faut pas. Surtout si tu as envie de rouler avec. Ça, c'est le pire du pire. Oui, ça reste des supercars quand même, et il faut quand même de l'entretien, il faut quand même tout un tas de choses derrière. C'est pas aussi fluide qu'une Tesla justement au quotidien. Mais c'est vrai que quelque part c'est un peu du gâchis, parce que tu dis il y a quand même des grosses batteries, il y a quand même des ressources derrière, et c'est vrai que ces voitures, elles vont être difficiles à écouler, alors que des vieilles 911, elles se vendent encore très bien. Mais là encore, d'où l'importance de faire du SAV sur ces voitures, de rassurer les clients, d'avoir des offres qui te permettent de se dire tiens, ta batterie, je peux te la réparer par module, ça va pas te coûter un bras si jamais ta Taycan à 50 000 qui a que 60 000 km, elle pète du jour au lendemain, quoi. Bon, alors si le prix de chez Porsche vous fait reculer, il reste encore, heureusement, sur le marché d'autres options. Je lisais un papier assez remarquable qui parlait de Fiat. Vous vous souvenez, Fiat? Alors Fiat, évidemment, ils ont fait l'électrique. Ils ont fait la 500e, ils ont fait plein de choses. Mais surtout, on attend là la grande Panda électrique. Et moi, je lisais un papier qui nous disait que finalement, c'est peut-être du succès de la grande Panda électrique que va dépendre la survie de Fiat. T'imagines ? C'est assez fou, mais la Fiat 500 qu'on a tous adoré conduire, qui est vraiment une super voiture électrique, enfin moi je le dis. Elle est bien mieux qu'en thermique. Hein. En thermique, c'est un veau terrible. Mais bien sûr, et tous ceux qui l'ont testé en électrique l'adorent. En fait, c'est une petite voiture en plus, elle est bien née. Elle n'était pas encore chez Stellantis, tu vois, c'était une vraie Fiat. Il avait vraiment développé en interne, et la plateforme était super. D'ailleurs, elle consommait pas trop. Tu pouvais faire quand même pas mal d'autoroutes avec. Et le truc avec la 500, c'est que son prix a jamais baissé, ce qui est étonnant, parce que tu te dis quand même, la batterie est pas énorme, ils ont amorti le truc, ils sont quand même vendus pas mal. Et du coup, elle est devenue super chère, elle coûte presque le prix, pas d'une Model 3, mais enfin, on n'est pas si loin. Et en fait, cette voiture pourrait être un succès énorme. Et là, ils sont en train, tu vois, d'investir des centaines de millions pour faire des chaînes, pour la refaire en thermique, parce que le look est sympa, etc. Et ils se disent, en étant à moins cher, elle se vendra mieux. Et je pense que c'est un pari complètement fou de faire ça, alors qu'il aurait suffi de baisser le prix pour que ce soit un succès. Et aujourd'hui, c'est vrai que ils n'ont pas beaucoup de voitures Fiat au catalogue, de nouvelles voitures en tout cas. Et la Panda, qui est la cousine donc de la IC3, sur une plateforme, tu sais, un peu de Tata, là, indienne, qui a beaucoup de bugs. Ouais. Mais le design est sympa, c'est un peu du Stellantis, ils te font des designs sympas, mais c'est vrai que les plateformes sont pas toujours incroyables en électrique. L'autonomie est pas dingue, tu vois, tu es autour de 300 km, donc sur des voitures qui vont taquiner quand même les 25 000 euros, tu t'aimerais quand même des autonomies un petit peu correctes. Mais bon, voilà, peut-être qu'elle va marcher quand même, parce que la clientèle de la Panda, c'est effectivement madame qui va au bureau, c'est tu vois, monsieur qui veut une petite voiture sympa à la montagne parce qu'il y a une bonne garde au sol, elle a une bouille sympa, cette grande des Panda, et ils en visent quand même la moitié, hein. Ils visent la moitié des ventes avec ça, effectivement, pour s'en sortir. Mais en fait, ça fait partie aussi de tous ces constructeurs où on leur a mis le couteau sous la gorge. Si vous ne faites pas de l'électrique, si vous ne vendez pas de l'électrique, vous allez crever. Et le problème de Stellantis, c'est qu'ils font tous la même voiture électrique. Tu as deux plateformes, en gros, enfin 3 plateformes, qui sont déclinées dans toutes les marques. Donc, comme la plateforme n'est pas super, toutes les marques, en fait, en font un peu les frais aujourd'hui, quoi. Bien, nous allons passer au chapitre presque obligatoire de ce podcast. On va se parler de Tesla. Mais avant, parce que justement, ça concerne aussi Tesla, je voulais qu'on aille retrouver en différé, parce que c'est quelque chose que j'ai enregistré il y a une dizaine de jours maintenant, une petite intervention de notre ami Martin Archambault, tu sais, qui anime le Silence on roule, notre homologue québécois. Alors là, on est en Amérique du Nord. Je te cache pas qu'évidemment, il se passe pas mal de choses au Canada en ce moment, entre le Canada, les États-Unis, Tesla et le reste. Il y avait pas mal de choses à nous raconter. On l'écoute. Nous sommes donc rejoints par Martin Archambault, qui anime Silence on roule, le podcast de référence sur la voiture électrique outre-Atlantique, enfin en tout cas pour les francophones. Bonjour Martin.
Bonjour Cédric, ça va bien? Ah mais c'est un plaisir de te retrouver. Ça fait bien longtemps qu'on ne s'était parlé, donc c'est un double plaisir. Et moi j'ai tendance à dire souvent que tu es en direct de la belle province, en attendant qu'on appelle ça le 51e État. Comment ça se passe chez vous? Écoute, je te dirais bien gentiment que ce genre de blague passe très bien auprès de moi, mais Ne pas fait de rire que tous moi. les Québécois et Canadiens actuellement. Si on peut remercier le gouvernement américain pour une chose, c'est d'avoir grandement solidifié l'unité canadienne depuis quelque temps. Ah oui, ça, moi je l'ai vu, hein, je le vois sur les réseaux, je le vois parce que par des moyens que je ne détaillerai pas, je regarde les informations de CBC et tout ça, etc. Je crois que c'est le mot, c'est galvaniser tout à coup. C'est intéressant parce que souvent je fais des comparaisons parce que voilà, je connais bien un peu les deux pays entre la France et le Canada. La France, moi j'ai, en tout cas mon impression est qu'on est un pays qui tient par son histoire. Les Canadiens, c'est par la culture, c'est par les valeurs, en fait, plus que que l'histoire ou la culture. Et donc, oui, là, on touche à des choses... enfin, c'est encore toutes ces choses qui, si on te les avait racontées dans un roman... Enfin, on est dans un scénario qui est à la fois incroyable et idéal, c'est-à-dire avec le match de hockey qui arrive à ce moment-là. Enfin, c'est une histoire de fou, quand même, ce qui vous arrive en ce moment, quoi. Ah, tout à fait. La réalité est dépassée un peu. On aurait décrit des choses comme ça il y a quelques mois à peine, puis on n'aurait pas pu le croire. Puis tu as tout à fait raison, le match de hockey, comme les voitures électriques, d'ailleurs, prennent une couleur politique beaucoup plus grande que la normale. Une finale Canada-États-Unis, imaginez, c'était tout ce qu'il nous fallait pour, et, comme on dit, mettre de l'énergie dans les chaumières. Il y a eu beaucoup de comment dire, d'excitation et le résultat ayant été favorable au Canada, bien entendu, ça nous a redonné un petit bond, mais je pense que les prochaines 4 années qui s'en viennent vont être des défis, ne serait-ce que de comprendre ce qui se passe. Oui, et puis c'est difficile d'accéder aux demandes de quelqu'un dont on ne comprend pas ce qu'il veut exactement. Enfin, vous êtes quand même dans une situation, j'ai envie de dire, un petit peu particulière, mais tu le disais, c'est pas uniquement une histoire de politique, parce qu'on parle de Trump, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est évidemment Elon Musk, qui est plus le même Elon Musk qu'on a connu, enfin dont on a l'impression que il est soit d'un pragmatisme absolu ou alors il est vraiment en train de se tirer une balle dans le pied. Enfin, toujours est-il que aujourd'hui la marque Tesla souffre de l'image de son patron. Tout à fait, et on l'a constaté quand même assez rapidement. Et comme tu as dit tantôt, cet aspect-là politique est assez épidermique ici, à tout le monde au Canada. Et rapidement, plusieurs propriétaires de véhicules se sont un peu remis en question, disons-le comme ça. D'ailleurs, j'avais un épisode hors série tout dernièrement où je parlais avec le président du club Tesla Québec ici, qui ont sondé leurs membres, d'ailleurs, pour voir un peu de quelle façon ils voyaient la situation et sous quelle enseigne ils logeaient face à tout ça. Et ce qui est sorti, c'est que, bon, la vaste majorité ne sont pas nécessairement prêts à se départir de leur voiture. Par contre, une chose est sûre, en fait, il y a deux choses qui ressortent très fortes, c'est que il se dissocie cependant des agissements et des commentaires de Elon Musk. Et deuxièmement, plusieurs disent, je ne me débarrasserai pas de ma voiture, mais au moment du renouvellement, c'est pas mal certain que ce n'est pas une Tesla. On va aller vers une autre marque compte tenu du positionnement d'Elon. Donc, je pense que ça va forcément avoir des impacts pas juste à très court terme, mais ça risque d'avoir des impacts peut-être à moyen terme. Dès qu'on est dans une situation un peu dans l'inconnu, et moi j'ai du mal à sonder la profondeur de l'inconnu pour vous au Canada. Enfin, c'est-à-dire que d'un coup vous avez une espèce vous avez un voisin qui est devenu fou, quoi, dans l'ensemble, et ça va avoir des impacts économiques. Moi je l'ai vu sur le fait que tout à coup tout le Canada n'achetait plus que des produits canadiens, bravo, mais tout ça va avoir des impacts économiques, et la voiture est un achat qu'on fait pour longtemps. Enfin, c'est compliqué. Bref, j'ai vu une info sur un constructeur chez vous qui va pas très bien. Oui, en fait, on est avec un peu de retard sur l'Europe, je dois avouer, dans une lancée où on voulait mettre de l'avant le transport de véhicules lourds, mi-lourds, les autobus, les autocars électriques. Et puis, bon, la température ici étant plus froide, ces véhicules-là étant plus énergivores, disons que
la faisabilité est un petit peu plus difficile à appliquer là, dans un contexte de climat québécois, mais néanmoins, avec les développements des dernières années, on commençait à mettre sur le marché des véhicules lourds et on commençait à sentir l'engouement. Et un fleuron québécois, l'entreprise Lion Électrique, qui est un fabricant à la base d'autobus, mais qui est devenu par la suite fabricant également de véhicules lourds, classe 5, 6, 7, même un classe 8 qui est en préparation, ont eu vraiment le vent dans les voiles dans les dernières années avec énormément d'investissements du gouvernement québécois. Parce qu'évidemment, on n'a pas beaucoup de manufacturiers de véhicules ici au Québec. On fabrique beaucoup d'électronique embarquée, on fabrique beaucoup de composantes, mais très peu de véhicules eux-mêmes. Et là, on voyait une espèce d'opportunité de se démarquer en Amérique du Nord en ayant un produit phare qui est là depuis longtemps d'ailleurs. Ça fait de nombreuses années que Lion est en fonction ici. Eh bien, dans les deux dernières années, là, pour plein de raisons, entre autres politiques, je dirais, là, des méga commandes d'autobus qui ont été passées dans l'Ouest canadien, par exemple, mais pour lesquelles des questions de réglementation ont fait en sorte que le manufacturier ne pouvait pas livrer les camions, devait attendre des accréditations qui ont été très longues. Ça a eu des impacts sur les flux monétaires importants. Une demande d'aller chercher des sous supplémentaires qui étaient accordés par le gouvernement. Ça a permis d'étirer un peu, mais les problèmes se sont mis à s'accumuler et finalement, croulant sous les dettes, l'entreprise a dû déclarer faillite dans les derniers mois, ce qui a été un peu une onde de choc qui a un peu déstabilisé le marché. Peut-être une perte de confiance, je devrais dire également, de la part des entreprises de transport et qui font affaire avec des véhicules lourds, qui sentaient venir une vague d'électrification, qui là, se disent, on voit ce qui se passe dans le marché de l'automobile, on voit les Américains qui reculent, on voit le désengagement de certains manufacturiers au niveau de l'électrique et le retour du diesel. Et là, on voit nos fleurons québécois en électrification des transports lourds qui disparaissent. C'est peut-être un signe qu'on n'était pas prêt. C'est un peu comme ça que c'est interprété. Donc, c'est un onde de choc qui fait vraiment très mal actuellement. Je peux uniquement imaginer ce que ça doit faire. J'imagine ce que ce serait si on voyait un grand constructeur disparaître ici. Je pense que l'onde de choc, elle est massive. Bon, mais j'ai envie de te dire merci quand même, Martin Archambault, d'être venu dans les doigts dans la prise cette fois-ci. J'espère qu'on aura de meilleures nouvelles à se raconter la prochaine fois. Oui. Historiquement, on avait toujours beaucoup de bonnes nouvelles. Ouais. Là, je pense qu'on est tous, en tout cas ici en Amérique, conscients que la prochaine année, peut-être même les quelques prochaines années, on va continuer à avancer, mais mettons que le vent de face va être un peu plus fort. Bon, je rappelle en tout cas ton podcast Silence en roule, en balado-diffusion, comme on dit chez toi, sur toutes les bonnes plateformes de podcast, comme on dit chez nous. Merci à toi et à très bientôt. Ça fait plaisir, Cédric. Au revoir. Voilà, Martin Archambault, qu'on a toujours grand plaisir à retrouver. Je l'ai dit, je l'ai promis, Didier, qu'on allait se parler de Tesla. Il y a plein de choses à se dire. Alors, en termes de nouveaux produits, ça y est, la nouvelle Model Y est arrivée. Toi, tu l'as essayé ? J'ai eu cette chance, ouais. On a été parmi les premiers à pouvoir l'essayer. Le tout nouveau modèle Y, c'est un peu un facelift, ils refont l'intérieur, l'extérieur, mais il est assez sympa. Et, en fait, tu as toutes les nouveautés qu'on avait dans la Model 3, tu sais, le petit écran à l'arrière pour les enfants, meilleure insonorisation, une vraie montée en gamme. Maintenant, c'est vraiment à l'intérieur, ceux qui disent que Tesla, c'est pas bien assemblé, vraiment, allez voir les nouveaux modèles Y, Model 3. Alors, je peux en témoigner, parce qu'on s'en est pas parlé, mais depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, j'ai racheté une Tesla Model 3. Ça ne m'étonne pas, puisque quand tu essayes la nouvelle, l'ancienne, effectivement, fait. Voilà. Elle a pris un petit coup de vieux. Ouais. Et puis, ma seule excuse, évidemment, par rapport au dialogue qu'on a eu avec Martin Archambault, c'est que moi, je l'ai acheté pendant les fêtes, donc avant l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche et de Musk à la tête de Doge. Mais j'ai quand même acheté, là, ça y est, mon autocollant à l'arrière. J'en ai plusieurs, j'hésite. Je sais pas lequel mettre. J'ai le anti-Elon Tesla Club. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même une conjoncture compliquée. Malgré tout, les voitures... Enfin, cette nouvelle Model 3, elle est vachement bien, et à la même échelle, la nouvelle Model Y, c'est la même, mais avec un relift qui change quand même des choses, quoi. Oui, c'est pas juste tu vois, on t'a changé 3 pare-chocs et on te l'a peint dans une autre couleur. Vraiment, il revoit tous les suspensions, l'autonomie, donc tout ce qui est vraiment aérodynamisme, tu vois, le CX s'améliore.
Ce qui est impressionnant, c'est sur autoroute aussi. T'es quasiment dans du premium, hein, tu t'entends parler. Et les matériaux à l'intérieur, tu vois, les sièges ventilés. Là, je suis monté dans une A6, qui est une très bonne voiture, même le Q6 chez Audi, tu vois, mais qui valent 2-3 modèles Y. Ah, c'est pas le et même à prix, l'arrière, hein. t'as pas d'écran. À Ah l'arrière, tu as des plastiques durs. À l'arrière, tu vois, il y a plein. Tu n'as même pas les sièges, tu sais, électriques qui se remontent tout seuls comme ça depuis le coffre. Et ils ont des choses quand même qui sont ultra premium à quasiment moitié prix. Alors que c'est pas des voitures chinoises, c'est pas fait par, tu vois, des ouvriers payés au lance-pierre. Donc ils ont réussi quand même un vrai process industriel sans proposer trop d'options. Finalement, tu n'as que quelques options. Et même, tu vois, la Tesla, le modèle Y de base, il a déjà son petit écran à l'arrière. En fait, il a quasiment tout. Et c'est vrai que tu te dis, bah voilà, ils ont réussi à baisser les coûts comme ça. Et aujourd'hui, c'est dur pour la concurrence parce que ça reste le boss. Et que finalement, on va pinailler sur, tu vois, un petit autopilote qui a des fois un peu casse-pied, la charge qui est rapide, mais bon, on va peut-être un petit peu plus rapide, tu vois, des choses comme ça, quoi. On va y venir, parce que justement, j'ai lu un papier remarquable sur un site remarquable qui s'appelle Mac Forever, qui dit, bug ou pas, Tesla a encore dégradé son autopilote sur le nouveau modèle Y. D'abord, évidemment, on précise, quand on parle de l'autopilote, on ne parle pas de la conduite autonome, parce que ça, de toute façon, c'est toujours pas accessible chez nous. On parle juste du truc qui garde la file et fait comment on dit, du niveau 2, quoi. Ouais, c'est ça, du niveau 2 qui maintient votre vitesse et surveille ce qui se passe devant votre voiture. Et toi, tu dis, ils ont encore dégradé leur autopilote ? Oui, alors j'ai cru à un bug pendant l'essai, mais tu sais, l'autopilote de Tesla est un peu particulier parce que, en fait, quand tu changes de fil, il se désactive. Donc, il faut sans cesse le réactiver, ça fait du bruit, ça réveille les enfants, enfin bref. Mais bon, écoute, ça fait partie du jeu, donc on s'y fait. Et donc, jusqu'à présent, quand tu changeais de voie, il te gardait quand même la vitesse, c'est-à-dire le régulateur adaptatif, et puis tu réenclenchais ton autopilote pour maintenir dans les voies. Sauf que là, tu dois choisir au démarrage si tu veux l'autopilote ou le régulateur adaptatif. Et après, tu n'as plus le choix, c'est-à-dire que tu peux plus passer de l'un à l'autre. Donc en gros, tu changes de voie, ta voiture freine, ce qui est absolument horrible au niveau de la conduite. Ça surprend un peu au début, surtout les gens qui sont derrière toi. Enfin, quand on dit freine, c'est décélère, hein, c'est pas... Oui, décélère, mais sur une électrique, tu sais, comme tu as de la régène, ça a tendance à te freiner quand même le véhicule. Et alors, on espère qu'ils vont corriger ce truc qui, a priori, était voulu, mais tu te dis pourquoi le mettre que là-dessus, que maintenant, sans prévenir les gens. C'est un peu bizarre et je pense qu'il y a des gens qui peuvent hésiter à acheter une voiture sur des comportements comme ça. Si tu fais beaucoup de kilomètres, c'est hyper casse-pied. Il y en a d'autres qui te disent oui, mais c'est pour que tu prennes l'option, tu sais, qui double tout seul, qui coûte 3 800 €. Mais l'autopilote amélioré, qui coûte oui, ce truc-là devrait coûter 500 balles, 1000 balles, grand max. Maximum. Et ils te le vendent très très cher. Donc moi je pense qu'ils vont revenir en arrière parce que c'est quand même assez bizarre. Et leur autopilote, en fait, pour moi c'est le meilleur du marché en termes de fiabilité. C'est-à-dire que vraiment je pourrais fermer les yeux dans ma Tesla. Mais par contre, en termes d'implémentation, ils ont un retard fabuleux qui sera peut-être comblé. Là, ils sont en train de faire les certifications pour avoir la conduite autonome. Maintenant, tu sais que tu as des marques comme Ford par exemple où tu peux conduire vraiment sans les mains. C'est-à-dire que tu as une caméra qui t'observe. Ils ont fait homologuer ça. Ça s'appelle le Blue Cruise chez Ford. Et tu peux vraiment être comme ça dans la voiture. Il faut juste regarder la route pour l'instant. Donc, ça reste du niveau 2. Mais petit à petit, l'Europe, tu vois, on y arrive un petit peu à tout ça, quoi. Il y a quand même une autre chose qui est surprenante quand on passe des anciens modèles aux nouveaux. Alors là, c'est pas du tout quand on est à haute vitesse sur autoroute, c'est justement quand on est en train de faire des manœuvres dans son parking pour se garer. C'est-à-dire qu'on a perdu ça fait longtemps qu'ils n'existaient plus sur la modèle Y, sur tout ça, mais les petits capteurs volumétriques, vous savez, les trucs qui font mip, 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 qu'on avait à l'avant, à l'arrière, qui étaient hyper efficaces. Moi, je me souviens sur ma première Model 3, c'est-à-dire qui me disait au centimètre près à combien de centimètres j'étais du poteau qui était au bord du trottoir. Et maintenant, c'est les caméras qui gèrent et je sais pas comment dire autrement que c'est moins bien. Ouais, et ça, tu pourrais te dire, tiens, c'est une décision un peu muskienne, tu vois, je veux faire des économies, on met plus de capteurs, alors, totalement, je fais confiance à la caméra. Exactement, c'est une pure décision économique parce que, de fait, ça fait économiser quelques dizaines de dollars, peut-être une centaine de dollars par véhicule, donc ok, soit... Mais honnêtement, c'est quand même des voitures qui rendent moins service. Et alors quand même, moi, il y a un truc que j'ai commencé à prendre des photos, mais ça fait quelques mois, ça date pas de la nouvelle Model Y, ça date de l'ancienne. C'est-à-dire de toutes ces voitures qui n'ont pas de capteur volumétrique, le nombre de voitures qui ont la marque d'un poteau enfoncé dans le coffre arrière, dans le haillon arrière, qui est l'une des pièces de carrosserie les plus chères à changer, ça explique aussi qu'elle soit pas changée systématiquement. J'en ai vu honnêtement des dizaines. Et si tu veux, à un moment, on se dit qu'il doit y avoir un problème. Ça veut dire que c'est juste des gens qui sont en train de se garer. La voiture est quand même assez haute. Ils voient pas le poteau et crunk et
et c'est des trucs qui font mal quand on les voit, parce qu'on sait que c'est un truc le haillon complet à changer, c'est des milliers d'euros, c'est pas facile à faire en carrosserie, enfin, ça pique un peu. Donc, à un moment, il va falloir régler le problème. Alors, il y a eu des améliorations logicielles quand même. Oui, parce qu'en fait, il te fait une reconstruction 3D à partir des caméras, ce qui peut le faire Tu sais, les caméras, elles voient en 2D, hein. Mais par contre, quand tu te déplaces, tu peux avoir une espèce d'IA qui te fait en gros un modèle 3D. Ça existe depuis quand même très longtemps, on le fait pour les matchs de foot et tout. Et donc, tu arrives à avoir une représentation 3D de ton environnement. Mais c'est quand même pas aussi précis. Tu vois, les petits trucs, les petits plots par terre, tu n'y arriveras jamais en fait. C'est impossible. Donc, tant qu'il n'y aura pas un lidar où ils remettront les capteurs à ultrasons, ils n'y arriveront pas. Et en plus, tu vois, les Tesla, tu sais ce que c'est, hein, les modèles Y et tout, c'est comme des gros bébés. Il y a des petites bosses partout. C'est pas facile de les avoir. En plus, ça braque très mal. Oui. Donc, ils cumulent un peu tous les défauts pour faire les manœuvres. Et alors là, j'avoue que c'est un peu le pompon. Donc, dans le nouveau Y, ils ont mis quand même enfin une caméra dans la calandre à l'avant. Elle aurait dû y être dans la modèle 3 a priori, mais ils l'ont pas mis. Ce qui te permet d'améliorer quand même la vision en bas, c'est-à-dire là où il y a les petits plots, tu sais, dans les supermarchés, dans les garages. Donc ça marche mieux quand même. Parce que nous, on a testé sur des places de parking et effectivement, ils voient un peu. Mais tu sais, les Tesla ne s'arrêtent jamais. C'est-à-dire jamais elle va piler parce que tu es trop près. Ce que fait Volkswagen, des fois, qui peut être un peu irritant, mais au moins, il te protège. Des fois, tu te dis, bon, heureusement qu'il a pilé. Et là, on a fait un test, c'est-à-dire qu'une fois que la voiture est arrêtée, si tu mets quelque chose devant et que tu redémarres ta voiture, par exemple, j'en sais rien, un truc en béton ou un vélo, un enfant, un chien, carton, oui, n'importe quoi, mais tu vois, si c'est un chien ou un enfant, t'es quand même embêté. C'est embêtant. Et en fait, la caméra le voit pas parce qu'elle a pas bougé, c'est-à-dire qu'elle sait pas qu'il y a un truc devant, elle croit que c'est par terre, en fait, elle croit que ça fait partie du bitume. Et donc là, on a fait le test, vous pouvez aller voir la vidéo, c'est assez amusant. Et donc c'est encore une preuve que tu peux pas y arriver, quoi. En fait, sans lidar, sans tous ces trucs, tu peux pas avoir vraiment de vrai 3D juste avec 2 caméras, on pourrait, mais avec une, certainement pas. Et alors, pour revenir sur les affaires plus politiques du moment, je voyais un papier chez nos camarades de Frandroid qui raconte que Tesla a lancé une sorte de signal d'alerte, enfin une lettre ouverte à des parlementaires américains, si je me souviens bien, où en gros, des dirigeants de Tesla, mais qui ne signent pas la lettre, alors c'est quand même assez particulier, qui explique qu'il y a un vrai problème économique en ce moment autour de la marque. En clair que toutes les mesures douanières prises par l'administration Trump, dont leur patron était l'un des plus fervents zélateurs et donateurs, nuit non seulement à la marque, mais aussi aux ventes et au business de Tesla, parce que il est impensable aujourd'hui de produire une Tesla à 100% aux États-Unis, parce que toute cette industrie, elle est faite d'un écosystème où il y a des composants, des batteries, des moteurs, des choses qui bougent d'un pays à l'autre de manière constante, et que tout ça va coûter très 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 cher à Tesla, dont en plus le cours de bourse a quand même très largement dévissé ces dernières semaines. C'est quand même, on va pas en faire des tartines, mais on est toujours dans cette espèce d'incompréhension totale d'un Musk qui est en train de pas de casser son jouet, mais et puis pas que son jouet, parce que c'est quand même l'essentiel de sa valeur financière, l'essentiel de son patrimoine, ce sont ses actions Tesla, quoi. Il y en a un autre qui subit les mêmes problèmes, c'est Tim Cook, parce que les iPhones sont faits, ils sont encore plus faits à l'étranger que les Tesla. Et il essaye de négocier effectivement avec Trump qu'il n'y ait pas de tarifs, là, de taxes à l'importation, mais c'est encore un petit peu dans le flou. C'est-à-dire que les Américains aujourd'hui achètent des produits en se disant ça risque de sacrément augmenter ces prochains mois. Et en fait, tous les produits en fait manufacturés américains, tu vois, ils font quasiment pas de puces sur le sol américain. Ils en font un peu, mais pas beaucoup. Et, les batteries, ça vient tout de Chine. L'électronique, ça vient tout de Chine. Il y a des matériaux, il y a de l'acier. Enfin, c'est vraiment très compliqué. Et c'est vrai que tu te dis, Trump, quand il met en place tout ça, il devrait faire un peu des droits d'exception à ces entreprises nationales, puisque l'idée c'était quand même de protéger ces boîtes-là, mais c'est aussi de les encourager à faire des usines. Donc Musk te dit je vais doubler la production aux États-Unis, mais enfin ils vont toujours pas faire des grosses usines de batteries. Ces cellules, elles viennent toujours de Chine. Ils vont toujours pas faire des usines de puces mémoire, parce que même dans l'iPhone il y a des choses françaises d'ailleurs qui sont faites chez ST Microelectronics. T'as beaucoup à Taïwan, et chez Tesla aussi, ils font aussi beaucoup à Taïwan. Et du coup c'est impossible pour eux en fait d'échapper à ça, et surtout dans des délais de président, quoi. En 4 ans tu peux pas monter une usine de puces à 3 nanos, quoi. C'est pas possible. Non,
clairement, c'est quand même des transitions qui sont vachement longues, donc ça va être très très difficile à suivre. Et enfin, il faut peut-être remonter au Brexit pour voir un pays se tirer une balle dans le pied de manière si précise, chirurgicale et délibérée, quoi. Oui, sans cohérence. Mais enfin, Trump est habitué aussi au mouvement dans les deux sens. C'est-à-dire que des fois, il revient en arrière assez vite. Voilà, mais c'est sûr que pour l'industrie qui a besoin de vision un peu moyen terme, long terme, c'est pas du tout bon pour leur business. Et d'ailleurs, ceux qui risquent de trinquer, c'est les Américains, les électeurs de Trump. Et bon, Trump, il aime pas trop quand ses électeurs sont pas contents. Donc, tu vois, il fait souvent des petits revirements quand même assez vite. Mais il teste le marché aussi. Hein, c'est une technique. Ah ouais, c'est une technique un peu violente. Hein. Et là, t'as mal. Oui, j'ai mal à mon très bien. Bon, pendant ce temps-là, quand même, la cause avance. On disait qu'il y a des marchés qui étaient presque imperméables à l'électrique. On pense par exemple aux poids lourds. Alors maintenant, sur des poids lourds du dernier kilomètre, bon, ça y est, on commence à avoir pas mal de solutions électriques. Moi, je le vois, je regarde toujours les camions de livraison qui viennent me livrer des trucs. Et il y en a de plus en plus qui sont électriques. Restent quand même les lourds et super lourds, enfin les semis, où là c'est un peu plus compliqué. Le Tesla semi, il n'est pas encore arrivé chez nous. On l'attend toujours. La bonne nouvelle, c'est que il y a maintenant des réseaux entiers de chargeurs dédiés à ces poids lourds. Je le voyais sur un papier test de Frandroid, oui je crois. Un opérateur qui s'appelle Milence, M-I-L-E-N-C-E, qui ouvre des stations de recharge sur l'axe Lyon-Barcelone. Alors c'est important Lyon-Barcelone parce que Barcelone c'est l'un des ports commerciaux les plus importants d'Europe. Lyon c'est presque une plaque tournante du fret sur toute l'Europe de l'Ouest. Alors évidemment moi ce que j'ai voulu aller voir c'est ça ressemble à quoi un super chargeur de lourd et de super lourd. Et ben c'est la même chose en plus puissant, c'est-à-dire que là ceux qu'ils ont mis en place délivrent 400 kilowatts, ce qui est pas mal hein, c'est bon, je pense que le chauffeur a quand même le temps d'aller manger un hamburger pendant la recharge. C'est un développement qui va aussi se poursuivre sur d'autres axes. Alors, ceux qui sont ouverts là sont à Perpignan, Béziers et Malataverne. Je ne sais pas où c'est, Malataverne. Ça doit être plus près de Lyon, j'imagine. On pourra aller les voir quand on ira dans le sud-ouest, justement. Mais je me suis même pas posé la question de savoir, est-ce qu'ils ont les mêmes connecteurs que nous? Est-ce que c'est juste... Ouais, ça a l'air pas si différent que ça, en fait. Non, c'est du CCS aussi. En fait, même les batteries sont assez proches. Souvent, ils ont des plus grosses capacités, mais effectivement, du coup, des temps de charge un petit peu plus longs. J'en croise régulièrement sur la route parce qu'en fait, ils font des tests. Renault Trucks, notamment. J'en ai croisé en Suisse aussi. C'est une histoire amusante. 2h du mat, comme ça, sur une petite aire en Suisse. Je vois un camion qui charge. Et bon, je regarde un petit peu, je vois une nana, tu sais, 20 ans et tout, petite minette qui sort de là, je ne m'attendais pas à ça et tout. Et bon, ça se féminise, hein, la profession, bien sûr. Et puis, elle était toute contente de venir me parler de son camion électrique qu'elle adore. Elle faisait des tests, elle me disait, j'ai 250 km d'autonomie, c'est super cool. Et du coup, on est resté à discuter un petit peu. Et elle me disait, le seul problème, tu vois, c'est que, en fait, je dois déposer la remorque. Et pour venir me charger, donc ça me prend un temps fou. Ouais. Mais pour elle, finalement, les temps en Suisse, là, c'était, tu vois, de 250 km, bon, tu traverses presque le pays, donc c'était pas vraiment problématique pour elle. Mais il y avait vraiment cette histoire que les bornes n'étaient pas adaptées. Et donc d'avoir des bornes adaptées, ça réduit considérablement quand même le temps d'arrêt pour des gens comme ça, tu vois, ils n'ont pas enlevé la remorque. Et après, les temps de charge, c'est assez variable. C'est entre 40 minutes et 1 heure, des fois un petit peu plus d'1 heure à peu près. Donc c'est, tu vois, assez voisin quand même de la voiture, sachant qu'en plus, les poids lourds, ils ont, tu sais, des temps de conduite qui sont quand même assez encadrés. Donc, voilà, eux, ça les arrange en fait de s'arrêter de temps en temps aussi. C'est intéressant. Hein. C'est d'ailleurs fou d'imaginer comment ils pouvaient faire. Enfin, il leur faut vraiment des stations dédiées, comme on le faisait d'ailleurs pour le diesel jusque-là, avec des choses plus larges, parce que on n'imagine pas forcément un lourd directement avec sa remorque venir se garer devant ton Ionity où il va prendre 6 places. Il y en a déjà. Tu vois, le problème avec les remorques, enfin, tu vois, quand tu as des trucs derrière, une petite remorque, un vélo, une caravane, et les stations s'adaptent petit à petit. Maintenant, la Tesla, il commence à en mettre un peu. Et je voulais rebondir là-dessus. Tu sais, je crois que c'était Jean Covici qui disait ça il y a pas longtemps. Il disait, si jamais demain on n'a plus de pétrole, les villes meurent de faim. Enfin, le danger immédiat, c'est ça. C'est-à-dire que les villes n'ont plus en fait de camions
et les villes meurent de faim. Et en fait, ne pas électrifier le transport routier, le gros transport routier, c'est vraiment une erreur de ne pas le faire assez vite. Et il faut vraiment qu'on se dépêche parce que l'enjeu, il est quand même ici. Si toi, demain, le pétrole fait x2, ce qui est tout à fait possible, on risque d'avoir un coût du transport extrêmement élevé. Ça peut poser des vrais problèmes. Alors que de bien se préparer à ça, et souvent, tu vois, les camions, en Europe, effectivement, t'en as qui traversent l'Europe, mais en France, tu as des gens qui font 400-500 km et qui s'arrêtent toute la nuit. Donc, ce n'est pas du tout un vrai problème aujourd'hui compte tenu de la technologie. En tout cas, on a ce qu'il faut, mais il faut quand même l'infrastructure. C'est l'œuf ou la poule, mais là, il faut quand même l'infra minimale pour que les camions s'y mettent. Et tu as vu le nombre de camions qu'il y a sur les routes. Très clairement, oui. C'est intéressant parce que ce petit réseau de chargeurs mis en place par Milance, ils sont en dessous de 40 centimes le kilowattheure. Ce qui est fort honnête, je dois dire. Je suis pas sûr que toi et moi on ait le droit de prendre une carte chez eux, mais je pense pas que ce soit fait pour. Mais de toute façon, c'est un mouvement qui est destiné à s'amplifier parce que Bruxelles l'a dit, il faut au moins un point de charge dédié aux poids lourds sur tous les grands axes routiers européens, tous les 120 km. Ça veut dire qu'il reste un peu de travail à faire. On parlait de batterie justement. Moi, j'ai été frappé de l'annonce de Northvolt, qui était ce géant de la batterie en Suède, si mes souvenirs sont en Suède ou en Norvège, attends, au nord, quoi. Ouais, au nord, qui, ça y est, a annoncé sa faillite. Alors qu'ils ont englouti, 10-15 milliards d'investissements. C'est monstrueux. Et c'est monstrueux et c'est incompréhensible. Enfin, c'est incompréhensible. Évidemment, ils se sont lancés assez tôt, parce qu'ils ont été fondés en 2016. Donc peut-être que c'était trop tôt, parce que c'est bien d'avoir raison, mais le timing reste un truc important en technologie. Peut-être que finalement, ils ont compté sur, une explosion des ventes de l'électrique, parce que surtout dans le Nord, c'était quand même déjà une réalité, mais surtout le fait que se monte avec eux et autour d'eux un écosystème en amont et en aval sur les matières premières pour faire des batteries, le montage de batteries, etc., et tout ce qui part vers les constructeurs de l'autre côté. Peut-être qu'en fait, ils ont eu juste un peu raison trop tôt, et puis aussi, ils sont arrivés à un moment où le prix des batteries s'est effondré, donc c'était dur de tenir ce modèle économique-là. Je ne sais pas si c'est juste une question de timing ou s'il faut s'inquiéter pour la suite. Mais en fait, c'est multicausal tout ça, parce que tu n'as pas une raison évidemment derrière tout ça. Déjà, on n'a pas vraiment de grosses usines de batteries en Europe, ça n'existe quasiment pas. On a aussi beaucoup rigolé quand Tesla, quand tout un tas de boîtes faisaient leurs grandes usines, et puis maintenant on fait pareil, on est avec un petit peu de retard, donc c'est sûr qu'on ne s'est pas préparé non plus assez tôt. On a aussi un problème vraiment de matières premières et tu vois, alors par exemple récemment là j'ai visité des usines chez BMW, on a fait aussi un petit papier il y a pas longtemps sur Renault. Tous ceux en fait qui veulent aujourd'hui entre guillemets faire leur batterie, c'est-à-dire faire leur pack de batterie, et ben tu t'aperçois que au niveau de la cellule, il y en a quasiment aucun qui fait les cellules, c'est-à-dire qui continue d'acheter les cellules en Chine, à KTL, à quelques grands groupes. Ça a l'air très compliqué. Je ne sais pas si tu vois c'est lié au coût de la matière première, si c'est lié au savoir-faire. C'est très difficile parce que quand tu poses la question, ils te répondent pas vraiment. Mais j'ai l'impression que c'est pas encore très rentable de faire ça chez nous, un peu comme les vêtements, un peu comme les puces électroniques, comme beaucoup de choses aujourd'hui. Alors que pourtant, c'est pas une question du coût de la main d'œuvre. Là, on est quand même sur des choses très largement industrielles. Mais peut-être qu'on n'a pas la capacité industrielle à le faire, peut-être qu'on n'y arrive pas, tu vois. Les puces, aujourd'hui, c'est monter une usine 3 nano, c'est des milliards et des milliards d'investissements. Et puis le temps de monter en production, en compétences, d'avoir aussi tout le personnel qu'on a plus aussi autour de ça. Et en plus, là, avec Northvolt, c'est qu'il y a aussi beaucoup de constructeurs qui sont désistés, soit parce que ça allait pas assez vite, soit parce qu'ils sont aperçus que les technos évoluent, qu'ils n'ont plus les mêmes besoins, ou qu'ils arrivent à trouver moins cher ailleurs. Et c'est vrai que tout ça mis bout à bout, ça crée une faillite. Mais c'est vraiment dommage parce que ça partait quand même d'un bon sentiment de se dire on va être un petit peu plus indépendant, on va arriver à créer, à faire baisser les prix aussi. Et puis quand tu sais que la batterie, c'est encore, on va dire, presque la moitié du coût de la voiture, de déléguer ça à des concurrents, finalement, c'est quand même pas un bon pari. Tu vois, Tesla, par exemple, utilise des batteries BYD et c'est pas les seuls. BYD fournit quand même... Je crois même qu'ils avaient fourni... ils nous ont dit qu'ils avaient fourni les iPhones d'Apple. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Et c'est marrant quand même comme truc. Tu te dis, même Apple, qui est quand même une grosse boîte, ils font toujours pas leurs puces, ils font toujours pas leurs batteries. Et c'est des petites batteries de téléphone, quoi. Waouh. Bon, dans une actualité forcément un peu chahutée, je voulais quand même qu'on finisse sur une vraie bonne nouvelle et sur un argument de plus à donner à Jean-Patrick autour d'un déjeuner familial le dimanche qui dit de toute façon, tant que moi de toute façon ta batterie au bout de 3 ans faut l'acheter, enfin tu vois ce genre de sornette. Il y a des Chinois évidemment
qui sont en train de travailler sur l'usure des batteries des voitures électriques. Moi, j'ai appris des choses en lisant plusieurs articles sur le sujet. En fait, le problème, c'est une usure physique, hein, c'est-à-dire que ce sont les ions qui se redéposent au fond de la batterie. Enfin bref, et ils ont un groupe de scientifiques à l'universitaire, composé d'ingénieurs spécialisés en molécules et spécialistes des matériaux, a constaté que le phénomène ressemble à l'évolution d'une maladie dans l'organisme, et donc ils ont inventé une molécule qu'on peut prescrire à une batterie défaillante pour lui injecter et qui lui permettrait d'aller bien mieux, jusqu'à arriver à passer d'une demi-vie de 1500 cycles environ jusqu'à 12 000 cycles de charge. Alors 12 000 cycles de charge pour une voiture qui fait quoi ? Qui fait 400 km environ par cycle de charge, ça veut dire qu'on atteindrait les 5 millions de kilomètres, Jean-Patrick. Tu te rends compte, Jean-Patrick, 5 millions de kilomètres. Autant dire que cette voiture-là, enfin, encore une fois, c'est une batterie qui va vivre 10 vies dans 10 voitures différentes à cette échelle-là. C'est bien, c'est quand même rassurant. Mais déjà, sans ton médicament, les batteries qui tiennent, elles tiennent bien déjà. Elles font déjà bien 300-400 km sans souci. Donc 300-400 km en général, c'est ta voiture, elle est au bout en thermique. Oui, puis surtout, c'est pas tant une question d'autonomie que de durée de vie. C'est-à-dire, est-ce que vraiment il va falloir changer de batterie dans 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans ? C'est de moins en moins vrai. Enfin, en tout cas, on a maintenant des batteries qui sont faites pour durer, j'ai envie de dire, jusqu'à 500 000, 1 million de kilomètres, en dehors d'un problème de panne ou d'accident, bien évidemment. Mais ce problème de la durée de vie des batteries, en fait, c'est juste qu'il faut dire, c'est pas un iPhone, tu vois. C'est ça. Par contre, tu as quand même le contre-exemple, et j'en ai eu pas mal autour de moi, qui effectivement ont une panne de batterie juste après la garantie, tu vois, 180 000 km, un truc comme ça. Et en fait, on n'a pas de solution pour ces gens qui serait, tu vois, j'en sais rien, une assurance, tu paierais 10 balles par mois quand tu prends ta voiture, et puis en fait, tu aurais une assurance infinie sur les batteries. Et comme on a des solutions de réparation aujourd'hui qui sont encore un peu bancales, tu vois, qui coûtent cher, des fois les technos sont propriétaires, notamment chez Tesla, donc c'est pas facile à faire. Et c'est vrai qu'il y a quand même encore un aléa autour de ça, un stress qui est justifié. Et je vais donner un exemple. Moi, on m'a changé ma batterie à 110 000 km sur la Tesla. Alors, elle était sous garantie, tout ça, mais un jour, elle ne chargeait plus. Et je me suis dit, c'est bien, mais elle repart pas à zéro. Tu vois, on te remet une batterie reconditionnée, donc elle est pas neuve. Et puis, la garantie recommence pas. C'est-à-dire que tu es à 120 000 km et en fait, ta garantie s'arrête à 180 000, même s'il te la change 3 fois. Ouais. Et ce genre d'expérience, alors qui, a priori, est rare, existe quand même. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que les constructeurs trouvent un moyen. Alors, il y avait la location de batterie, mais bon... Tu vois, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de vendre une location sur toutes tes voitures, en plus le leasing, etc. Mais par contre, je pense qu'il faudrait des vraies solutions de réparation, et ça commence à se mettre en place, c'est-à-dire que tu as des constructeurs qui disent, moi je vais te les réparer par module, par demi-module, par petit bout, et des fois, par exemple, chez BMW, ça peut te coûter que quelques milliers d'euros, alors que chez Tesla, c'est en général le pack de batterie ou rien. C'est-à-dire que c'est 13 000 euros ou rien. Et 13 000 euros, tu réfléchis. Hein, si ta voiture, elle en vaut 20, 25 000, c'est difficile forcément à te convaincre. Donc voilà, donc c'est très bien d'arriver à faire ça. Et je pense qu'on va arriver quand même à faire des choses comme ça. Alors évidemment, là, tu vois, ça implique quand même d'aller injecter des trucs dans les cellules. Donc je pense qu'il faut quand même prévoir des batteries pour faire ça. Hein. C'est pas parce qu'on sait le faire dans le labo qu'on sait le faire en vrai. Mais par contre, effectivement, c'est de la chimie. Les batteries, tu sais, 12 volts, bon, nous en Europe on les remplace, mais en Afrique ils les remplissent, et les batteries elles durent toute la vie quasiment parce qu'ils savent juste les remplir, quoi. Ça marche comme ça. Et en fait je pense qu'on va arriver à recycler quasiment 100% des batteries, à les réparer plus intelligemment. Mais c'est vrai qu'on est dans cette petite zone, tu vois, un peu grise, où je comprends qu'il y a encore un stress autour de ça, même si on a quand même beaucoup de retours aujourd'hui sur des véhicules, voilà, qui ont 300 000 km, 400 000 km, des fois qui n'ont jamais changé la batterie, quoi. Eh bien, écoute, en tout cas, c'est clairement le sens de l'histoire. Et c'est ainsi que se termine cet épisode des Doigts dans la prise. Merci beaucoup, Didier, d'être venu jusqu'à ce micro, qui est ton micro. Enfin, on se comprend d'être venu dans cet épisode. C'était un plaisir. C'est quoi la prochaine voiture que tu testes ? Eh ben écoute, la prochaine voiture que je teste, ça va peut-être être une Smart ou peut-être une Mercedes. Voilà, je sais pas encore laquelle sera la première. Smart qui fait des belles choses, même si maintenant ils sont essentiellement, en grande partie chinois. Mais ouais, il y a des grosses voitures familiales qui arrivent chez Smart qui ont l'air pas mal du tout. Bon, en tout cas, merci infiniment et la suite au prochain épisode.
Mais avec plaisir, et surtout moi je te félicite pour ton magnifique studio là qui est, voilà, qui est super. Hein. On a monté en gamme pour le podcast avec même des écrans de contrôle et tout. Peut-être ça nous incitera à en faire plus souvent, tu vois, finalement. Oui, non, tout à fait. Oui, ça, je le dis pour les gens qui n'écoutent que la version audio, allez sur YouTube voir. C'est tourné dans le magnifique studio de Heavyweight, qui est à votre disposition si vous voulez venir y tourner des choses. Je vous y accueillerai avec grand plaisir. Voilà, c'est ainsi que se termine cet épisode des Doigts dans la prise. On espère qu'il vous a plu. On espère évidemment, surtout, que vous êtes déjà abonné à ce podcast. Si ce n'est pas le cas, on peut vous laisser quelques secondes là maintenant pour y remédier, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous recevez. Si d'ailleurs vous écoutez la version audio, un rappel, ce podcast est disponible en intégralité et en vidéo sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez soutenir ce podcast, plusieurs façons simples et gratuites, je vous rassure, sont à votre disposition. Évidemment, si vous êtes déjà abonné, alors parlez-en autour de vous. Partagez par exemple l'épisode que vous êtes en train d'écouter ou le lien YouTube. Enfin, et puis c'est peut-être le plus important, allez maintenant sur votre plateforme de podcast favorite. Si c'est Apple Podcast, c'est un bonus. Et puis laissez-nous un commentaire et rien de moins que 5 étoiles, sinon ça ne sert à rien. Les algorithmes sont ainsi faits que c'est la meilleure manière de rendre ce podcast plus visible encore. Les Doigts dans la prise est une production signée Streamsound dans les sublimes studios de Heavyweight à la Plaine Saint-Denis que vous voyez à l'image ici. Si vous aussi vous voulez venir tourner votre podcast dans des conditions aussi idéales, n'hésitez pas à envoyer un petit mail à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran, mail que vous retrouverez aussi dans les notes de l'émission. Encore une fois, merci à tous nos invités et puis merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve au prochain épisode et d'ici là, bonne route. Salut.